moment. Et j'ai à mes côtés deux personnes que je vais vous présenter au fil de l'eau. Juste avant, quelques mots sur Active Action. Donc, on est une association créée il y a maintenant 8 ans, avec l'ambition de transformer le chômage en une expérience constructive et même, on va un peu plus loin, transformer l'expérience professionnelle en un temps constructif. Donc, on travaille avec les 4 acteurs du marché du travail, c'est-à-dire les chercheurs d'emploi, les entreprises, les institutions publiques et également les acteurs d'insertion, avec l'idée de se rassembler et co-créer ensemble un monde du travail plus bienveillant, inclusif, etc. Et voilà. Et donc, auprès des chercheurs d'emploi, on anime des communautés d'entraide un peu partout en France. Et puis, avec les entreprises, on anime des webinaires comme ça, avec l'idée que ce soit inspirant sur des thématiques qu'on choisit. Et on organise aussi des formations ou des accompagnements. Justement, peut-être que Nathalie, tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure. Avant de commencer, je vais vite te passer aussi la parole, Isabelle, pour nous expliquer pourquoi on a choisi ce titre. Alors, pour remettre le contexte, le titre de ce webinaire, c'est Diversité et recrutement, réussir sa transformation, mais ça fait partie d'un festival qui s'appelle Nous n'irons plus travailler. Et avec Isabelle, voilà, 3 petits points. Ça n'incite pas à ne plus travailler, parce que c'est aussi important, mais c'est Nous n'irons plus travailler. Avec Isabelle, on s'est concerté, parce que juste avant ce webinaire, Isabelle a animé une fresque de la diversité, donc tu nous en diras un peu plus. Et nous avons choisi le titre « Nous n'irons plus travailler sans l'inconfort joyeux de nos différences ». Très poétique. Donc, on va expliquer un peu pourquoi tu vas expliquer pourquoi on a choisi ce titre. Et voilà, ça nous tenait à cœur, nous, Active Action, d'animer un webinaire, un temps d'échange, une table ronde, une conférence, je ne sais pas comment on l'appelle, sur ces thématiques de diversité et de recrutement, parce qu'on mène aussi des partenariats avec Ecclesia notamment, mais avec d'autres structures, pour travailler sur ces sujets ensemble. Pour présenter nos invités de ce soir, je leur ai demandé de me partager une phrase qui permettait de les représenter, de les caractériser autre que par leur nom professionnel ou caractéristiques professionnelles. Donc, je vais essayer de vous demander de deviner qui est qui. Une fois qu'on en aura dévoilé une, la deuxième sera plus facile. Alors, une de nos intervenantes nous dit « J'adore voyager ». Car comme on dit, voyager rend modeste et j'aime rire. Et donc, une journée sans rire est une journée de perdu. Nathalie, Isabelle, Nathalie. Allez, faites vos pronostics. Vous pouvez aussi écrire dans le chat vos pronostics. Isabelle et Nathalie. Je lève le voile sur le suspense, c'est Nathalie. Donc Nathalie, de quoi? Personne n'avait trouvé. C'est pas grave. Mais justement, c'est intéressant. Quelles sont les premières impressions, les biais, les stéréotypes. Non, en tout cas, voilà. Nathalie, tu es responsable emploi et diversité chez Ecclesia. Et donc, du coup, tu vas venir nous partager les réflexions, les actions que vous menez actuellement sur ces thématiques de recrutement et diversité. C'est même plus loin, c'est même inclusion au sein de toute l'entreprise, pas que sur les thématiques de recrutement, mais aussi de management, d'intégration, de pratique RH dans la globalité. Pratique RH dans la globalité. Je vais vous demander d'essayer de deviner à qui appartient la deuxième phrase. Je voudrais préciser quand même que la phrase que tu as donnée, j'aurais pu la dire. Voilà, exactement. Franchement, je me suis moi-même reconnue dans cette phrase. C'est ça. Donc Isabelle, du coup, ta phrase que tu m'as transmise, c'est « Je sais dire les mots à l'envers ». Moi, je veux un exemple. Je ne sais pas, donne-moi un mot. Inclusion, allez, on va pas chercher. Louise Zulkini. Waouh. Voilà. J'espère que c'est une compétence que tu valorises au quotidien. Oui, tout à fait, qui m'est très utile tous les jours. J'ai découvert ça avec mon fils en lisant des stations de métro. Et je ne sais pas pourquoi il me disait station de métro et je lui ai sorti à l'envers. Et après, j'ai réalisé que je pouvais le faire avec beaucoup de mots. C'est génial, mais ça ne sert à rien. En tout cas, je lance un appel aux entreprises. Si vous avez identifié cette compétence utile, ouais, voilà. Exactement. Merci Isabelle. Donc Isabelle, tu es co-créatrice de la fresque de la diversité et tu es également game designer chez Belly Games, donc tu nous en diras aussi un peu plus. Ce que je te propose, Nathalie, c'est peut-être qu'on échange nos places, comme ça tu seras peut-être face aux téléspectateurs. Hop, c'est le direct. C'est le direct, on n'a pas les micros, voilà, mais... Donc,
Tout est enregistré, attention. J'ai ma petite liste de questions que je souhaite vous poser. Bon, vous les connaissez à peu près. Et ce que je souhaitais vous proposer ce soir, il faut que je regarde là en fait, c'est de commencer par une introduction sur cette notion de diversité. Parce que justement, juste avant, moi, je viens de participer à ma première fresque de la diversité que Isabelle a co-créée, tu nous en diras plus. Et donc, du coup, ben, voilà, je voulais te proposer d'introduire cette thématique pour qu'on puisse parler d'actions concrètes menées avec toi, Nathalie, chez Clésia. Du coup, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi nous avons choisi ce titre de « Nous n'irons plus travailler sans l'inconfort joyeux de nos différences ». Ben, on avait beaucoup réfléchi à plein d'intitulés un peu basiques. Nous n'irons plus travailler sans diversité, nous n'irons plus travailler sans biais, sans accueillir l'autre dans sa différence. Et puis en fait, moi je me rends compte qu'au fur et à mesure de mes animations de cette fresque, et ce qui est difficile, c'est de réaliser à quel point spontanément, parce qu'on est aussi fait comme ça demande beaucoup moins d'efforts et c'est beaucoup plus confortable d'aller sur ce qui nous ressemble que ce qui est différent de nous. Et que là, l'enjeu dans ces questions de diversité et d'inclusion, c'est vraiment d'y aller, mais en conscience. Et que ce qui est aussi compliqué, c'est d'être lucide par rapport à cette difficulté qu'on peut avoir, à cet inconfort qu'on peut avoir quand on se confronte à la différence, parce que de façon, parce que ce qui est facile, spontanément, c'est d'aller vers ce qui nous ressemble. Et du coup, pour moi, il y en a un enjeu assez clé sur cette lucidité-là. Non, c'est pas confortable d'aller vers la différence, c'est pas confortable d'aller vers l'inconnu, c'est pas confortable d'aller vers l'étranger. Mais c'est la condition qu'on doit remplir pour enfin créer une société inclusive. Et du coup, il ne suffit pas d'avoir de la bonne intention pour le faire. Il faut accepter de se mettre dans des situations inconfortables. Et cet inconfort, il peut être joyeux. Merci. Merci Isabelle. Et justement, qu'est-ce que la fresque de la diversité? Comment ça a été imaginé et qu'est-ce que ça contient? La fresque de la diversité, à la base, c'est une initiative de l'ESSEC qui avait fait jouer auprès de tous ses étudiants la fresque du climat. Et ils se sont dit, ça serait génial d'avancer sur 2 pieds et d'avoir un outil équivalent sur les questions de discrimination. Et donc, ils sont venus nous chercher. Nous, chez Belly Games, on crée des jeux collaboratifs, coopératifs pour apprendre à mieux se connaître soi, à mieux connaître l'autre et favoriser la coopération. Et donc, on a créé cette fresque pour les étudiants, mais aussi tout de suite avec l'idée de pouvoir la déployer dans les organisations. Et avec l'objectif pédagogique premier qu'on a identifié, c'était de faire en sorte finalement qu'à l'issue, les participants et les participantes, ils soient en mesure de réaliser que potentiellement, ils peuvent être tous discriminants. Et du coup, de développer une empathie par rapport à ça, mais vis-à-vis de soi et du coup vis-à-vis des autres. Et puis aussi, l'outil permet de pouvoir dialoguer dans un espace sécurisé, sécurisant, apaisé, sur des questions qui sont émotionnellement très chargées, qui sont liées à l'identité, qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, déjà dans un cercle amical, mais encore moins dans un cercle professionnel ou scolaire. Et à partir de propositions d'explication, de définitions, que nous, on met sur la table, après, peuvent être sujettes à caution ou remise en cause. Mais en tout cas, elles ont été validées par Junko Takashi, qui est la professeure titulaire de la chaire Leadership and Diversity. Et du coup, on ne va plus discuter de discrimination à partir de l'idée qu'on se fait de ce qu'est une discrimination, mais de la définition que nous, on en propose. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les débats et de partager un vocabulaire commun pour après, peut-être, faire émerger des solutions à partir de cette sensibilisation. Donc, c'est un atelier de 3 heures animé par une personne qui a été formée à l'outil, comme pour la fresque du climat, avec cette petite différence que comme nous, on a créé des jeux chez Belly, on a introduit des mini-jeux à l'intérieur. C'est effectivement, pour y avoir participé, c'est encore tout chaud. C'est très intéressant et je vous invite, si vous avez l'occasion, d'y participer. Alors, on pourra envoyer dans le compte-rendu peut-être s'il y a des prochains ateliers animés sur la fresque de la diversité auxquels on peut participer. Pour faire émerger vos demandes sur le site, il y a fresque-de-la-diversité.org et vous nous envoyez un message. Génial. Merci. Et du coup, on a eu pas mal d'échanges sur déjà pourquoi, tu disais, on a tous des biais, on est tous discriminants à notre manière à des moments donnés dans la vie de tous les jours. Quels sont les mécanismes, en quelques mots, de cette discrimination, les biais?
Et ben, ce que nous, on essaye de mettre en évidence dans le cadre de la classe, parce que des billets, en fait, il y en a des dizaines, donc ils ne sont pas tous en plus effectifs dans le cadre des discriminations. Hein. Mais le but, c'est vraiment de réaliser que, parce que le cerveau, il fonctionne de façon à gagner le plus possible d'énergie, enfin, en tout cas, s'épuiser le moins possible. Il catégorise de fait. Et que la catégorisation, c'est super, parce que ça nous permet de traiter un maximum d'informations très rapidement. Mais que si on n'y prend pas garde, vu le monde dans lequel on vit maintenant, le cerveau est un peu obsolète par rapport à notre environnement, en tout cas dans le monde occidental, du coup, il peut amener à à faire des catégorisations qui sont quand même qui sont abusives et dont on n'a pas conscience. Donc, il y a le phénomène de catégorisation qui va amener au phénomène de création de stéréotypes. Les stéréotypes, ils sont ni bien ni mauvais, quoi, en fait, ou alors les deux, ils peuvent être bien, mauvais ou neutres, mais l'enjeu, c'est vraiment de les conscientiser pour ne pas créer de préjugés. Et ça, c'est la façon dont chacun individuellement va transformer un stéréotype en une attitude ou une opinion préjudiciable vis-à-vis de quelqu'un d'autre qui va créer de la discrimination, après de l'exclusion, avec des conséquences au niveau psychologique individuel et macro au niveau sociétal. D'abord dans la fac, j'imagine que vous connaissez, que ce soit au niveau des organes et comme au niveau de la société, la précarisation, la violence. Voilà, très rapidement le dispositif. On pourrait faire un webinaire entier sur ces sujets. Oui, voilà, c'est quand même. Mais en tout cas, voilà. N'hésite pas, si tu veux, Nathalie, réagir aussi sur ce sujet-là. Déjà, j'écoute et je trouve ça très clair et très synthétique et très parlant sur la situation en fait, de la discrimination, en fait, qui découle effectivement, initialement, de biais, de préjugés qu'on a. Enfin, je dirais déjà de biais, après de précision, parce que je pense qu'il y a des étapes, en fait, pour arriver à une attitude ou une action discriminante, que ce soit à l'échelle micro ou macro, effectivement. Et pour moi, on en reparlera peut-être très rapidement, mais effectivement, quand on parle de diversité et inclusion, à un moment, il va falloir se mettre en action. Et pour moi, l'une des premières actions, effectivement, c'est de prendre conscience que tout à chacun, bien évidemment, on a des biais vis-à-vis des autres. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si je dis quoi d'ailleurs, tu as fait un lapsus en disant aussi de l'empathie vis-à-vis de soi-même, parce qu'en final, on se rend compte qu'on a aussi des biais vis-à-vis de nous-mêmes. Et on parlait, avec Pauline, avec laquelle on travaille avec Activation, sur l'autocensure, et je pense que l'autocensure est une des conséquences, en fait, de préjugés qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, je rejoins totalement ce que tu viens de dire. Donc, voilà ce que j'avais à dire. L'autocensure, la question de racisme, d'homophobie internalisée, c'est exactement. Ce sont des sujets qui sont compliqués, encore plus compliqués à déminer. Et alors, quels sont les enjeux il y en a plein aujourd'hui, mais aussi ceux peut-être qui émergent quand vous animez ces fresques de la diversité. Effectivement, il y en a plein, mais du coup, un des sujets clés qui découle de la prise de conscience de ces biais, c'est la question de la discrimination non intentionnelle. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une personne, pour la question du racisme, qu'une personne raciste, on peut la voir, on peut la reconnaître dans la rue. Et du coup, c'est pas nous, forcément, parce que nous, on est de bonnes intentions, on a des valeurs, on est de gauche, bon, je caricature. Hein. Mais, et donc, on ne peut pas être raciste. Or, en fait, on se rend compte que, à cause de ces biais, des mécanismes cognitifs, le système dans lequel on vit, la culture dans laquelle on grandit, et en fait, on est victime d'un certain nombre de biais de tout type, et qu'on peut être amené, avec toute la bonne volonté qu'on a et toutes les bonnes intentions et les valeurs dont on est sûr qu'on pratique tous les jours, amené à avoir des comportements discriminants. Et discriminants pénalement, même. Enfin, je veux dire, pas que faire une mauvaise blague ratée, ou voilà. Non, c'est qu'on peut être amené à avoir des comportements qui sont discriminants. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux clés de cette fresque, de réaliser que la très, très grande majorité des discriminations sont d'ordre non intentionnel. Et le problème, c'est que les mesures, souvent, elles sont pensées pour lutter contre des discriminations intentionnelles. Donc, qui vont s'adresser à des personnes dont on sait idéologiquement qu'elles sont des racistes patentés. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'il y a souvent je parle des racistes, mais des sexistes ou des homophobes, hein, c'est tout type de discrimination au sens large. Et pour moi, un des problèmes, c'est ça, c'est les mesures qui sont prises, qui partent du principe que les discriminations sont le fait de discriminants intentionnels. Et du coup, forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà, ça c'est un des sujets, bon, il y en a d'autres. Et du coup, quelles sont, peut-être pareil, il y en a plein, j'imagine, des mesures, pareil, peut-être partager
émergé dans la fresque, ou même plus largement par rapport à ça Il y a un certain nombre de sujets qui sont évoqués, qui sont des mesures au sens très large, que ce soit l'approche peut-être philosophique. Qu'est-ce qu'une approche de visibilisation ou d'invisibilisation des différences? Aux États-Unis, on parle de colorblind et color conscious. Et l'impact que ça a en France, on est vraiment dans une culture, une culture d'invisibilisation de la différence et qui s'ancre de façon très politique, très précisément dans l'acquisition du droit de vote des femmes. En fait, historiquement, les femmes ont acquis le droit de vote parce qu'elles ont revendiqué, il a fallu qu'elles revendiquent qu'elles étaient exactement comme les hommes. Du coup, ça a très fortement marqué en fait, notre culture de lutte contre les discriminations et du coup d'égalité, voire d'égalitarisme français, qui fait que pour inclure, il faut qu'on soit tous les mêmes. Parce que les femmes, elles ont tenu le droit de vote en disant qu'elles étaient exactement comme les hommes. Et ça va complètement à l'encontre de l'acceptation de la singularité de chacun pour construire une société inclusive. Et c'est pour ça qu'on a du mal en France à aller vers une société inclusive, à cause de cette mentalité fortement politiquement, culturellement marquée par l'acquisition de ce droit de vote des femmes. On va aborder autant des solutions qui peuvent être critiquées comme la non-mixité, les ateliers de non-mixité. Pourquoi, à quoi ça sert, dans quel contexte, à quel moment? Non, ce n'est pas la panacée universelle. Et un atelier de non-mixité ne vise pas la constitution d'une société non-mixte. Non, pas du tout. Un atelier de non-mixité, où maintenant on parle de mixité choisie, parce que c'est quand même moins négatif, ça répond à une problématique de re-empowerment en bon français des personnes qui ont des estimes d'elles-mêmes très profondes à force d'avoir vécu des discriminations au quotidien, quoi. Et donc, c'est hyper important de créer cet espace de sécurité, de partage, de se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules, isolées, qu'elles ne sont pas folles, en fait, juste d'avoir ce ressenti qui n'est jamais reconnu. Donc, c'est super important et ça ne veut pas dire que c'est excluant que parce que des femmes, entre elles, à un moment donné, partagent des difficultés qu'elles ont rencontrées. Ça ne veut pas dire qu'elles refusent la vie en communauté avec les hommes. C'est-à-dire que ça, c'est important pour pouvoir après rediscuter, redialoguer avec les hommes parce que ça leur a permis de regagner confiance en elles, capacité à s'exprimer, à mettre le doigt sur des ressentis qui sont reconnus en face. Donc il y a différents types de solutions, de mesures, d'approches philosophiques, et en sachant qu'aucune n'est parfaite. Si on avait une panacée universelle, on le saurait, on ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est vraiment pouvoir discuter, porter limite à chaque fois, et de faire émerger le débat parce que oui, il y a des avantages et des inconvénients à toute approche pour le moment. Mais si quelqu'un a trouvé la panacée, on rajoutera une carte. On y réfléchit. Merci Isabelle. Je précise quelque chose, que ce soit vous en ligne ou vous ici présente même. N'hésitez pas à noter vos questions que vous avez envie de poser à Isabelle et Nathalie. On en prendra quelques-unes tout à l'heure, donc n'hésitez pas à réagir ou poser vos questions. Deuxième information, je crois qu'Isabelle qui nous quittera peut-être un peu plus tôt. Voilà. Donc si vous la voyez partir, c'est pas qu'elle en a marre, c'est qu'elle a d'autres obligations. Et s'il y a des questions que vous nous posez par rapport à ce qu'Isabelle a dit, on essaiera de vous apporter des réponses. Si Nathalie et moi, on n'en a pas dans le compte rendu. Est-ce que Nathalie, tu veux aussi réagir par rapport à cette introduction? Oui, juste pour tirer le fil sur ce que tu viens de dire. Si on replace dans le contexte de l'entreprise, en tout cas c'est la raison de ma présence, c'est très important parce que quand on regarde les critères de discrimination qui sont un peu l'alpha et l'oméga de la législation en France sur le sujet, la diversité et l'inclusion, en fait il y en a simplement deux qui nous permettent de faire une discrimination positive. C'est le handicap et l'égalité femmes-hommes. Et effectivement, le reste des critères de discrimination, quand on parle d'invisibilité, quand tu en parles, en fait, effectivement, et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est utile des fois d'avoir des actions qui nous permettent d'entrer dans ce champ pour effectivement contrer les effets délétères de certaines discriminations, c'est parce qu'effectivement, vu qu'on regarde les gens de manière égalitariste, certains critères de discrimination, c'est difficile de rentrer dans ce champ-là. L'identité de genre, l'orientation sexuelle, puisque normalement, vous n'êtes pas visible en fait. Normalement, vous êtes un homosexuel ressemble à un hétérosexuel. Sauf qu'on se rend compte, nous on l'a vécu chez Ecclesia, c'est qu'on a dû aussi, par exemple, mettre en place une capsule de micro-learning pour effectivement commencer à faire réfléchir nos salariés, enfin nos collaborateurs, sur l'idée de l'authenticité au travail. Parce qu'en fait, être homosexuel ou être hétérosexuel en entreprise, c'est pas la même chose quand on a envie peut-être de raconter aussi sa vie privée, au même titre que chacun en entreprise. Alors bon, le Covid a changé pas mal de choses, mais néanmoins.
Et c'est vrai que cette envie de sécurité, on la ressent dans notre manière d'attaquer des sujets qui sont difficilement attaquables en entreprise ou qui ne prennent pas parce qu'on estime qu'ils sont peut-être en fait faussement moins discriminants que les autres. Au moins, le handicap, c'est facile, on sait qu'on a un taux d'emploi à avoir, sinon on a une moralité financière. Et l'égalité femmes-hommes, on le sait, on a des indices maintenant, on nous demande d'avoir un nombre de femmes quasi équivalent ou équivalent, voire plus pour ceux qui arrivent au sein des directions, des COMEX, des entreprises. Mais c'est là qu'on se rend compte de la difficulté même d'investir certains champs, certains critères de la discrimination, parce que, comme tu le disais, culturellement, historiquement, il y a cette espèce d'égalitarisme sur tous les critères au final. Hein, et c'est peut-être aussi, alors ça c'est mon avis tout personnel, qu'on se retrouve des fois aussi avec une liste à la Prévert des critères de discrimination. Mais bon, ça c'est comme tu... Merci Nathalie. Juste, je précise, je prends des fois mon téléphone, c'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce que c'est un peu mon oreillette à moi, je suis en contact avec l'équipe technique derrière la caméra. Donc voilà, c'est juste ça. Merci de ta réaction. Et justement, tu parles de Clésia. Est-ce que tu veux, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, dire 2 mots sur qui est Clésia? Ok. Alors, très rapidement, alors, Clésia est un groupe paritaire de protection sociale. À personne, d'accord. Donc on est dans l'assurance, alors on est le secteur dit de l'assurance, mais au sein de ce secteur, on est dans la protection sociale. En fait, notre cœur d'activité, c'est la prévoyance, normalement ça vous parle un peu, la retraite, normalement ça vous parle totalement, et la santé aussi. Donc, si je devais très rapidement, effectivement, donner nos champs d'intervention, et nous sommes donc un groupe paritaire sur un secteur de la protection sociale qui historiquement et culturellement, quand même, a à cœur certaines valeurs, donc la solidarité, et aussi qui a très vite investi les champs, surtout du handicap, et donc d'une certaine manière de la diversité. Et après, je pense qu'en tout cas, l'un des axes stratégiques que nous avons, en tout cas pour notre politique diversité et inclusion, c'est justement d'aller au-delà du handicap, au-delà de l'égalité femmes-hommes, puisqu'il y a d'autres champs à investir qui sont liés à la discrimination. Merci Nathalie. Et justement, j'enchaîne sur pourquoi vous avez initié les transformations internes, surtout votre processus ressources humaines, pour continuer de travailler sur ces dynamiques de diversité, d'inclusion, etc. Voilà, pourquoi alors pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que, si je devais rapidement rappeler que Clésia est une entreprise qui est labellisée par la FNOR, on a le label diversité depuis 2015, donc quand même, on ne part pas de rien. Alors on est très fiers d'avoir le label, mais en soi, c'est pas une fin en soi, au final, on est censé toujours s'améliorer, à la fois sur nos process et sur notre culture d'entreprise. Et l'idée, c'était aussi de se dire, aujourd'hui, nous nous positionnons comme un assureur d'intérêt général, nous avons un statut d'entreprise à mission. Il faut aussi que nos process répondent à ces objectifs et à ces ambitions. Et être en fait une entreprise à mission, ça nous donne un rôle social, avec normalement un impact social. Et l'inclusion et la diversité dans nos pratiques RH, en tout cas je parle pour moi parce que je suis responsable emploi et diversité, mais je pense aussi, j'avais à côté de moi la responsable RSE, je pense qu'elle tient pas le même discours. L'idée c'est de se dire, ben voilà, dans nos pratiques à nous en interne, comment on peut refléter, être à l'image et répondre aux ambitions de notre rôle d'assureur d'intérêt général et de notre mission. À un moment, il faut qu'on soit en cohérence entre ce qu'on est, ce qu'on affiche et ce qu'on fait. Parce que littéralement, c'est ça l'inclusion. C'est qu'il y a un côté très sensibilisation, culture, tu disais tout à l'heure, d'avoir un langage commun, ça c'est clair, d'avoir une définition de l'inclusion, ça il le faut. Et je pense que, à mon avis, chaque entreprise devrait avoir sa propre définition de l'inclusion, parce qu'elle n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Mais il doit quand même avoir un socle commun, sinon ça ne marche pas. Et derrière, il y a un moment où il faut que les gens s'approprient l'inclusion et la diversité et qu'on la fasse vivre et qu'on la mette à l'épreuve en plus. D'où le fait d'avoir travaillé avec toi et l'équipe d'action pour mettre en action et pour mettre à l'épreuve. Parce que, et tu le disais tout à l'heure, tu parlais d'inconfort et c'est vraiment le mot pour moi parce que ce qu'on fait, c'est de la conduite du changement en fait. Dans nos pratiques, dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de penser aussi. Parce qu'à un moment, on va aller chercher dans les biais, dans nos propres préjugés. Et donc, c'est là, c'est un moment, moi, je pense que le maître mot, c'est cohérence. Après, je travaille dans une entreprise. Alors, on est un groupe paritaire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même un côté rentabilité dans notre entreprise, performance. Et je pense que nous, le biais aussi qu'on a voulu avoir, et c'est pour ça que je parlais de propre définition à chacun, c'est qu'à un moment, il faut se dire aussi, l'inclusion et la diversité, ça sert à quoi? Alors, ok, on a tous des valeurs, je pense que je
connais personne, en tout cas, qui est capable de dire, bah, moi, je suis contre, en fait. Enfin, je ne connais pas. Mais à un moment, il faut dire, mais à quoi ça sert et à quoi ça me sert, à quoi ça sert mes clients, à quoi ça sert en termes d'entreprise, si on veut être aussi une référence dans notre secteur. Donc, en fait, c'est toutes ces questions-là qui nous ont amenés à nous dire, il y a un moment, il faut qu'on soit en cohérence. Et ça commence aussi par les pratiques RH, parce qu'une entreprise, enfin, vous êtes, je ne sais pas si tout le monde est salarié ou l'a été, même si vous ne l'avez pas été, c'est qu'à un moment, dans votre vie de salarié, vous êtes potentiellement, vous pouvez être en tout cas victime de discrimination, parce que ça commence dès le recrutement, même avant, on parlait même d'identification des profils. Dans le recrutement, ça peut être dans l'évolution salariale, dans l'évolution professionnelle, ça peut même être dans la fin de carrière. Donc, en fait, on se rend compte dans la vie d'un salarié qui sont jalonnés par des process RH, qu'il faut à un moment les sécuriser et qu'il faut être à l'image des valeurs qu'on défend. Sinon, il y a un problème quelque part. Donc voilà, pour répondre synthétiquement à ta question. Merci. On va justement après développer concrètement aussi qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est déjà fait. Juste sur cette question un peu du pourquoi, qui a aussi initié ce changement, d'où il est venu, cette volonté de transformation, de remise en question, de conduite du changement, et quels sont un peu les résultats attendus? Alors, je pense que c'est un tout. Alors, effectivement, on a une direction générale qui donne quand même le là de la stratégie de l'entreprise. Et en tout cas, moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui, dans sa stratégie globale d'entreprise, a un volet social, humain. Et c'est là qu'en fait, moi, en termes RH, je m'inscris dans la stratégie. J'espère, à travers mes actions, on porte carrément la stratégie globale de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est la direction générale qui donne le là, et puis après, avec la RSE, les RH, la direction des ressources humaines, et puis après, on en parlera sûrement, c'est quels sont les acteurs qu'on est obligé de mettre en action, hein, et ils sont nombreux, managers, représentants personnels, direction des ressources humaines. Après, on travaille tous ensemble. Mais pour moi, on travaille dans le cadre d'une stratégie d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Merci, Nathalie. Est-ce que, du coup, quels sont les résultats attendus? Alors, j'ai dit qu'il y a une temporalité différente, mais là, peut-être à court terme, peut-être à long terme, à moyen terme, comme tu veux. Est-ce que vous avez oui, alors à court idée terme, sur ce que vous attendez? Alors, oui, pour moi, il y a plusieurs phases. C'est déjà faire un diagnostic, en fait. Parce ce qui est bien, c'est que quand on est normalement RH, en tout cas, quand on a ce métier à cœur, c'est de se dire, ces questions-là, normalement, elles nous parlent. Enfin, logiquement. Sinon, il y a aussi un problème de part. Mais normalement, c'est des questions qui nous parlent. Après, c'est comment, effectivement, on les rend visibles et réelles au sein de l'entreprise et limite tous les jours dans l'entreprise. Pour moi, c'est ça. Et premièrement, c'est de faire un diagnostic et de se demander aujourd'hui, nos pratiques, quelles sont-elles? Avec quels résultats? Est-ce que, on parlait d'inconscient, de bien inconscient, est-ce que nos propres process RH, alors qu'ils ne sont pas des personnes, mais qui sont tenus par des personnes et qui donc eux-mêmes ont des biais, sans s'en rendre compte, on exclut de facto une certaine population ou plusieurs populations de nos process RH, mais même de manière inconsciente en fait. On a effectivement les 25 critères de discrimination dans la tête, mais moi qui fais du recrutement et qui suis dans les RH depuis une quinzaine d'années, en France, on aime beaucoup les études. Hein. On aime le côté, je viens de quelle école et de quel parcours académique. Ne serait-ce que ça, en fait. De se dire qu'aujourd'hui, il va falloir aller au-delà du diplôme. Ça peut être aussi des fois un grand pas pour certaines entreprises. Bon, nous, on va quand même un peu plus loin, on est quand même un peu plus avancé. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un diagnostic de ses propres process et de se demander voilà, où ça ne fonctionne pas et où peut-être sans le savoir, de facto, on exclut, et à partir de là, de se dire, et c'est ce qu'on a fait avec vous, ce qu'on continue à faire avec vous, c'est de repenser les process RH pour les rendre inclusifs. Et ça demande de découper, en fait, les process et de se dire, mais à quel moment on manque d'inclusion dans nos process. Peut-être que je peux. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer en plus, si tu veux. Non, mais du coup, insister sur ce que tu dis entre pour moi, la différence entre diversité et inclusion. Et l'inclusion, c'est un process sur le long terme. Il y a effectivement comment on fait émerger on accueille plus de diversité dans notre organisation. Mais en fait, il ne suffit pas de l'accueillir. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont peut-être mettre le paquet en entrée pour faire venir avoir leur quota de personnes en situation de handicap, de personnes de couleur, de personnes blanches, de personnes blanches, de femmes. Mais en fait, après, reste plein d'obstacles auxquels ces personnes, soi-disant, qui viennent de la diversité, restent confrontées parce que, à cause de biais, mais aussi pour tout un tas de raisons, parfois
parfois beaucoup plus vicieuses, type il peut y avoir du sexisme bienveillant, on accueille une femme, on veut la faire progresser, mais en fait, tu as quand même 2 enfants, ils sont en bas âge, je ne vais pas te donner un poste à grosse responsabilité, alors non, on va te préserver, mais qui t'aide pour vouloir me préserver si moi je ne demande pas à être préservée, et qui sont aussi des choses à déminer, et c'est pour ça que là, cet enjeu à rentrer dans un programme d'inclusion et qui est pas une action ponctuelle. Hein. Quand tu dis que tu l'as bien montré, ça vient de avant le recrutement à quasiment la retraite. Et ça, c'est super important de le conscientiser que c'est un effort. Ah oui, c'est vraiment un effort. C'est sur le long terme. Ah oui, c'est ça. Il y a de l'aspect, l'effort pour vraiment accompagner en fait nos collaborateurs sur ce changement limite de paradigme en fait. Parce que inconsciemment, personne ne souhaite, à part ceux qui ont vraiment envie de le faire, mais exclure. En fait, je ne connais personne qui soit capable de me dire maintenant j'adore ça. Mais en fait, on le fait. Inconsciemment, on le fait. Donc oui, des déchets. Oui. C'est ça. Donc une première étape, effectivement, déjà de prendre du recul, d'analyser. Ça a donné quoi chez vous? Ça a été un travail de co-construction donc, avec Active Action, avec le développement RH, nos référents RH aussi en région, parce qu'on est dans une entreprise où on est sur le territoire français. Aussi de faire venir des managers, parce qu'à un moment, il faut qu'on ait le regard de personnes qui ne sont pas des RH et qui peut-être n'ont pas nos réflexes, notre manière de penser aussi la vie d'un salarié au sein de l'entreprise et qui voient les choses aussi avec d'autres injonctions, plus de performance, même si moi-même en tant que salarié j'ai besoin d'injonctions de performance et de rentabilité pour certains. Donc il y a il y a un regard aussi qu'il faut avoir du manager qui va lui-même devoir se saisir de l'objet inclusion au quotidien. Donc voilà, le travail a été une co-construction entre différentes parties prenantes. Et est-ce qu'il y a eu justement une prise de conscience ou une prise de recul sur tiens, ça, c'est en partager bien sûr, ça, oui, ça, tiens, on n'y avait pas pensé ou on ne l'avait pas vu, et là, ça alors, je pense que ce n'est pas des choses qu'on n'avait pas vues, mais c'est des éléments où on s'est dit, effectivement, il faut le systématiser, le généraliser. Exemple parfait, pour moi, c'est le feedback. C'est ça, en fait. Et c'est de se dire, on le fait, on ne le fait peut-être pas tout le temps, mais en fait, il va falloir, oui, le systématiser, cette idée que si on parle de l'inclusion dans les ressources humaines comme nous, on l'a dit chez Clédia, à un moment, vous avez en face de vous quelqu'un, et il faut le prendre dans sa globalité. Et après, on reste dans un vrai process RH, et à un moment, il faut savoir dire, peut-être que vous ne serez pas pris, mais comment on le dit aussi, et comment on respecte la personne qu'on a en face de nous. Pour moi, ça fait aussi partie de l'inclusion. Je suis vraiment désolée, mais tu voulais partir en fait, c'est fini. Non, mais merci d'être venu. Je vais me rapprocher de la oui. Merci pour tes éclairages introductifs. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra les prendre et essayer d'y répondre pour les poser aussi a posteriori. Je me mets là comme ça on voit. Ok, donc du coup, effectivement, c'est une prise d'abord, par où commencer, c'est une prise de conscience, une analyse. De ce que je comprends, c'est aussi essayer de mettre tout le monde dans la boucle pour avoir effectivement des points de vue différents. Parce que, comme tu le dis, on a tous une façon de voir les choses différentes et donc ça peut permettre de nourrir cette analyse. Là, si on se focalise, et on l'a compris aussi, c'est un processus global. On ne peut pas juste se focaliser sur le recrutement, mais en fait, c'est une volonté de transformation globale. Là, si on se focalise un peu plus sur le recrutement, quand on parle de transformation sur le recrutement, concrètement, on parle de quoi? Est-ce que vous avez déjà transformé des choses? Est-ce qu'il y a des premiers résultats ou est-ce que vous en êtes? Comme tu dis, de quoi on parle quand on parle de transformation d'un process recrutement inclusif? Ce qui est important, c'est si on découpe un process, donc il y a l'identification du besoin en interne, puisque d'ailleurs que le recrutement soit externe, que ce soit lié à une mobilité, parce qu'à un moment, il faut se poser en demandant mais de quoi on a besoin. Et donc d'établir ce qu'on appelle une fiche de poste, tout simplement. Ne serait-ce que ça, quand aussi je prends cet exemple-là, c'est de se poser la question de ma fiche de poste devient l'identité, en fait, la carte d'identité de la fonction que je recherche en interne ou en externe. Et à travers cette fiche d'identité, je vais transmettre des informations. On se rend compte, je pense que tout le monde connaît cette fameuse expression du mouton à 5 pattes. Souvent, c'est lié aussi à des fiches de poste mal construites, en fait.
où on est dans une litanie des compétences demandées. Alors après, c'est avec des salaires qui n'ont rien à voir avec les compétences, parce qu'on aime bien avoir des gens qui ne payent pas très cher, avec des normes incroyables de compétences et une seniorité improbable. Mais en fait, quand on construit une vraie fiche de poste en se posant la question, mais à un moment, je veux que cette fiche de poste soit compréhensible à toutes et à tous, et surtout qu'elle permette aux gens de se positionner sans se dire, sans s'auto-censurer. Et donc, c'était l'idée de refaire la fiche de poste, d'établir des compétences claires demandées, de se donner une limite de compétences demandées. Et c'est aussi de se poser la question des compétences éventuellement transférables, qui pourrait être une alternative si je ne trouve pas une personne avec les compétences demandées. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on peut trouver souvent une copie conforme de notre fiche de poste, mais des fois, il va falloir faire aussi une opération mentale en se demandant, voilà, j'ai un candidat qui correspond parce que ce qu'il a fait et les compétences qu'il a mis en œuvre peuvent en fait être transférables sur les missions que je propose et les compétences demandées. Donc voilà, il y a tout un travail qui commence déjà par la fiche de poste. Après, ça va jusqu'au sourcing. Je parlais tout à l'heure de s'assurer qu'on puisse avoir une population qui puisse répondre à notre offre sans autocensure. Il faut aussi qu'on puisse aller toucher ces populations. Le sourcing doit être aussi inclusif. En fait, il faut aller au-delà des profils qu'on a l'habitude d'aller chercher, clairement, et peut-être aussi d'aller lire les CV différemment. Au moins, on en est là. Après, sur la partie entretien, et même parce que c'est aussi un moment déjà important pour à la fois le candidat ou la candidate et aussi pour les personnes en face, que ce soit les RH ou les managers, et même dans la conduite d'un entretien inclusif. Et je vais sûrement me demander ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie? Voilà, mais merci. Je vais donc répondre à ta question, Pauline. Non, mais un entretien inclusif ou mené de manière inclusive, c'est se rappeler déjà, alors heureusement les choses ont un peu changé, parce que moi quand j'ai commencé mes études, l'entretien c'était quand vous regardez vraiment de haut. Aujourd'hui, les gens sont obligés de changer parce qu'en face, les gens ont changé, enfin, les jeunes ne sont pas les mêmes. C'est de se rappeler qu'en fait, c'est un échange aussi. Que vous donnez de l'information, vous prenez aussi de l'information et que à un moment, il va falloir regarder le candidat, enfin, il va falloir lui parler d'égal à égal. Ce qui, à un moment, n'était pas souvent le cas dans les entretiens, enfin, si vous en avez vécu. Là, cette idée, c'est de voir le candidat d'égal à égal et de lui parler surtout d'égal à égal et de lui faire comprendre qu'aussi, dans votre posture et dans votre manière d'aborder son parcours professionnel, vous voulez comprendre qui il est globalement aussi. Qu'est-ce qu'il a à vous amener, parce qu'on cherche aussi un poste, une fonction, hein, c'est évident. Et on aime quand les entretiens se passent bien et qu'on ait un candidat qu'on a trouvé qui fasse l'affaire, parce que ça aussi c'est important, faut pas dire. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre les compétences, parce que ça doit être le cœur de votre entretien. Et pour moi, en plus, un véritable entretien inclusif ou mené de manière inclusive, c'est reconnaître l'autre dans sa globalité, mais aussi rappeler puisqu'on est dans le domaine professionnel, tout va se baser sur les compétences, ce qui permet effectivement d'éviter au maximum, alors pas tout le temps, l'écueil justement des biais et des préjugés. Si on se base sur les compétences, parce qu'à la limite, on pourra faire ça, on ne peut pas oublier. Normalement, la couleur de votre peau, le fait que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez, quelle que soit votre identité de genre que vous vous assignez, normalement, ça ne prend pas en compte automatiquement si on se base simplement sur les compétences. Donc pour moi, c'est comment on accueille la parole du candidat, notre posture, et s'assurer de mener un entretien basé exclusivement sur les compétences ou compétences transférables. Et c'est intéressant parce que du coup, tu parles de deux éléments clés qui sont importants dans la posture de recrutement inclusif, l'évaluation objective des compétences. Il y a ce mot objectif qui est important aussi, c'est comment justement on limite nos biais dans l'interprétation et l'évaluation. C'est pas évident. C'est très dur. Et la posture, l'intention verbale, non verbale. Et tu parles de l'entretien, mais finalement, c'est tout au long du processus. Tu parlais tout à l'heure du CV. Justement, des fois, on voit apparaître recrutement sans CV ou des CV différents, etc. Aujourd'hui, chez Ecclesia, vous en êtes tout par rapport à ça. Et justement, quand tu parles d'évaluation des compétences tout au long du processus, par exemple, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais un CV, si vous recevez un CV, qu'est-ce que vous évaluez dessus? Alors, nous, on fonctionne aussi encore par CV. Je pense que la plupart des entreprises le font. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui sont qui sont à un niveau différent où elles, en tout cas, recrutent
sans CV. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez Ecclesia. Ce que nous regardons, enfin ce que nous obligeons à regarder, et après c'est notre métier aussi, c'est effectivement les compétences. Pour moi, c'est les compétences, les missions faites par la candidate ou le candidat, et de faire effectivement cette opération mentale, de demander mais est-ce que ça correspond à ce que je recherche? Et de comprendre aussi après, bon, quand on est recruteur, le parcours, l'enchaînement, mais ça c'est des choses qu'on aura à discuter avec la candidate ou le candidat en face de nous. Merci Nathalie. Je rappelle, n'hésitez pas à noter vos questions, que ce soit dans le chat, si vous êtes en ligne, ou dans votre tête sur un bout de papier. On pourra vous donner la parole tout à l'heure. On parle de transformation. Du coup, par où commencer? Tu en as parlé un peu, c'était aussi cette prise de recul, cette analyse déjà des pratiques. Mais quelles sont aussi, en tout cas pour vous, les étapes clés de cette transformation? Donc, ça peut être celle que vous avez suivie ou peut-être avec du recul, vous dire, en fait, on aurait peut-être dû faire ça comme ça. Qui est impliqué aussi dans cette transformation? Alors, quand tu parles des étapes clés, tu parles de tout le process recrutement ou du process global? De process là, de transformation. De transformation. Demain, je suis une entreprise, je veux me dire, je veux faire évoluer, alors là on parle plus du recrutement notamment, par quoi je commence? Et vous en tout cas, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Comment vous... Je parlais tout à l'heure effectivement de diagnostic, c'est qu'à un moment il faut faire une photographie existante. Ça là-dessus, je pense que c'est la première chose à faire, et de se demander pour vraiment quelle est notre stratégie pour plus de diversité ou plus d'inclusion, que ce soit dans nos process RH ou global. C'est aussi se dire c'est quoi mon ambition, enfin de partir d'un point A qui est existant au point B, là où on veut aller. Je parlais tout à l'heure à Isabelle qu'à un moment elle disait elle-même qu'il faut avoir un vocabulaire commun, un langage commun. Ce qui a été fait aussi chez Ecclesia, c'est de se donner une définition de l'inclusion. Nous, la nôtre, c'est effectivement respecter, valoriser la singularité de chacun et la mettre au service de tous. C'est ce qu'on a trouvé comme définition. Et derrière, on y met dans le service, c'est à la fois la performance de l'entreprise, la performance des clients, la performance en interne, la performance des collaborateurs, parce qu'on sait très bien que quand vous êtes bien dans votre poste, bien dans votre entreprise, vous êtes plus performant. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est de se demander c'est de se dire où je suis, où je veux aller, et à partir de là, de créer une stratégie avec effectivement, parce qu'on l'a dit, c'est sur le long cours, l'inclusion, la diversité un peu moins dans le sens où on peut faire effectivement rencontrer des gens. Après, c'est comment on les maintient dans l'emploi, comment on les valorise, comment on fait en sorte que ce soit un environnement sécurisant et bienveillant. Mais à partir de là, il faut donc acculturer les collaborateurs, avoir des relais de cette politique diversité et inclusion. Et là, chez Ecclesia, c'est effectivement la direction générale, c'est la direction des ressources humaines, c'est le management group, qui pour moi est vraiment essentiel dans la mise en place d'une politique diversité et inclusion, parce qu'ils co-construisent avec nous toutes nos politiques, même si c'est nous qui pilotons la politique RH. Dans les faits, pour un collaborateur, quand il parle évolution salariale, il parle à son manager. Quand il parle mobilité, il parle d'abord à son manager. Donc, ils ont une casquette RH tout au long de leur vie. Et aussi très important, les représentants du personnel, il ne faut pas l'oublier, qui ont un rôle primordial pour s'assurer justement que la diversité et l'inclusion, ce soit une réalité dans l'entreprise. Ils sont à la fois là pour être sûrs que les actions sont menées, pour les mener avec nous, et aussi pour nous rappeler si jamais on a besoin d'actions correctives sur le sujet. Donc, pour moi, c'est vraiment trouver les bons trouver les interlocuteurs en interne, en faire des ambassadeurs, et après déployer une politique. Et pour déployer une politique, il faut s'assurer qu'on ait tous la même culture et qu'on soit aussi capable d'avoir un langage commun qui est lié à la politique et à l'entreprise. Et après, pour moi, ce qui est primordial, et c'est sur quoi aussi on travaille avec vous, c'est qu'à un moment, il va falloir faire l'expérience de l'inclusion et de la diversité. Parce que sinon, ça devient un message qui vient d'en haut, avec comme une injonction, il faut être divers et il faut être inclusif. Sinon, ça ne marchera pas. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, un peu comme dans le marketing expérientiel, on vous oblige à un peu à théâtraliser un nouvel outil, un nouveau service, il va falloir voir l'inclusion comme un nouvel outil, un nouveau service qu'il va falloir, à quoi ça me sert tous les jours, comment je le mets en pratique. Et là, c'est là le rôle des RH d'accompagner nos managers pour que derrière, ils puissent accompagner au mieux leurs collaborateurs. Bien évidemment, c'est aussi pour nos collaborateurs qu'on fait ça,
et de se dire, bah, dans ta vie de tous les jours, on va te mettre en situation à travers des ateliers pour vivre l'inclusion. Donc demain, tu as un CV, la photo te plaît pas ou tu estimes que la personne fait un peu grosse sur la photo, quelles sont tes premières informations qui te viennent en tête? Est-ce que tu as conscience de ces biais? Est-ce que tu es capable de te dire, oui, j'ai ce biais-là, mais je me le mets de côté parce qu'en fait, moi, chez Clésia, j'ai été formée pour voir un CV et identifier des compétences. Pareil en entretien, à un moment, on va les mettre en action, on va limite théâtraliser en fait un processus de recrutement alors en disant demain, vous avez une personne en situation de handicap qui, durant l'entretien, a du mal dans son élocution. Comment vous allez aborder votre entretien? Demain, vous avez une femme, une collaboratrice qui vous explique qu'elle est enceinte, mais qu'elle a vu un poste en mobilité, comment ça se passe, son évolution professionnelle. C'est quoi le biais? C'est elle va faire un bébé ou elle va en faire un deuxième derrière parce qu'elle a moins de 35 ans. Voilà, c'est ça qu'on va effectivement essayer de mettre en pratique, de théâtraliser pour qu'à un moment, les managers se disent l'objet inclusion, voilà, je me l'approprie et je vais effectivement essayer, et réussir, j'espère, à l'intégrer dans mon quotidien de manager et aussi de co-créateur de notre politique RH, parce qu'ils le sont, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, à travers le rôle, à un moment, quand on est manager, en fait, on gère le plein. Donc à partir de là, on se doit, en tout cas, chez Clésia, d'être inclusif et d'être dans la diversité, clairement. Très bien. Justement, quelles sont les bonnes pratiques, peut-être concrètes, que vous avez testées, mais aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui là est un frein aujourd'hui ou quels sont vos enjeux et pour pouvoir aussi prendre du recul. Une transformation, c'est des obstacles, Oui. c'est des enjeux, c'est aussi des bonnes pratiques. Est-ce que tu as un retour d'expérience à nous faire? Les bonnes pratiques, pour moi, c'est d'essayer de voir l'objet inclusion dans nos pratiques RH comme multidimensionnel. Dans le sens où à un moment, il va falloir se dire, OK, on doit porter une parole, donc il va falloir sensibiliser les gens, mais il va falloir qu'ils s'approprient l'objet inclusion et diversité, donc il va falloir les mettre en action et leur demander de mettre en pratique l'inclusion. Il va falloir aussi les suivre, les tester, s'assurer que c'est bien compris. Pour moi, c'est ça les bonnes pratiques. C'est vraiment. Moi, je pense pas qu'il y ait. Si, il y a un côté révolutionnaire dans la diversité, surtout dans l'inclusion. La diversité, bon, ça, c'est mon avis. Mais ce qui est, en tout cas, pour moi, très classique, c'est que moi, je vois vraiment ça comme de la conduite de changement. On vous demande de changer dans vos pratiques. Et donc, au même titre que demain, si vous êtes dans une entreprise qui connaît un changement assez important qui va impacter sa stratégie ou son histoire, on demandera aux collaborateurs de changer. C'est pareil, là on vous demande, mais sur un objet qui est vrai, qui n'est pas évident, qui est l'inclusion, qui parle à soi, qui demande aussi même des fois de manière philosophique de changer. C'est vrai que c'est pas évident. Mais pour moi, c'est vraiment de se dire, mais il faut qu'on accompagne nos collaborateurs, notre entreprise, notre secteur, pour certains, dans cette voie du changement. Pour moi, la bonne pratique, c'est vraiment de le prendre de ce côté-là. Après, tu me parlais des freins. Oui, on en a connu. Pour moi, l'un des freins, c'est peut-être des personnes qui ne peuvent pas comprendre pourquoi on fait ça. Mais pareil, c'est là où la conduite dans le changement, l'accompagnement vers une nouvelle trajectoire, et ça, c'est le rôle des RH, de la direction, des ressources humaines, de la direction générale, des managers, c'est d'expliquer pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que la définition, pour moi, est hyper importante. C'est un moment où on explique, en fait, c'est quoi l'inclusion dans notre entreprise, pourquoi on le fait. Et moi, j'insiste aussi pour dire que, bien sûr, on répond à une société qui est en train de changer. Bien sûr, on répond à des nouvelles normes aussi qui sont en train d'arriver, mais on est dans une entreprise, donc on répond aussi à un enjeu de performance. Vu qu'on ne travaille pas avec des robots, on travaille avec des êtres humains, à un moment, la société, elle vient souvent, la société va plus vite qu'une entreprise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais le problème, c'est que la société, elle est dans l'entreprise. Les gens ne changent pas quand ils sont à l'extérieur de Clésia et quand ils y rentrent. Alors, bien sûr, ils deviennent, là, on les accompagne parce que ça devient des professionnels, ils sont là pour nous apporter leur expertise et leurs compétences, ce qu'ils font très bien. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est Isabelle ou toi qui parlait effectivement, la diversité, oui, l'inclusion, c'est encore un autre sujet. Je crois que c'est en fait, on est dans un autre niveau. Et pour moi, c'est de dire, là, on est dans un autre niveau et on va vous expliquer pourquoi on le fait, pourquoi ça sera bénéfique pour tout le monde, mais aussi pour vous. Parce qu'il y a aussi des personnes qui pensent que l'inclusion, c'est pour les autres.
ça ne le concerne pas, alors que ça concerne tout le monde, à des degrés divers, sur des thématiques diverses. Mais au final, ça concerne tout le monde. Et c'est aussi ça qu'on doit rappeler, c'est que tout le monde y a gagné, enfin, clairement. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a des obstacles, mais en fait, quand on comprend pourquoi il y a des obstacles, on est capable d'y répondre. Et pour moi, le premier, c'est de rappeler la définition et rappeler les enjeux derrière et les objectifs qui, on ne peut pas ne pas y souscrire. Enfin, vraiment, j'aurais du mal avec quelqu'un qui me dirait « Ah non, je suis contre parce que ça n'apportera rien ». C'est faux. Enfin, on sait tout. Enfin, tu travailles dans l'inclusion et la diversité, c'est pas toi qui vas dire le contraire, mais voilà, c'est de rappeler un peu, de remettre. J'ai ma directrice qui aime bien cette expression, l'église au bout du village, mais c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut juste se rappeler, mais pourquoi on fait ça en fait? Et qu'est-ce qu'on va tous en retenir et moi, je suis même persuadée, on parle souvent de climat au travail, de qualité de vie au travail, là, bien plus depuis qu'il y a le Covid, bien évidemment. Mais la diversité et l'inclusion, pour moi, ce sont des paramètres qu'on doit avoir dans la qualité de vie au travail. Et je suis même persuadée que quelqu'un qui se sent non discriminé ou qui estime que ce n'est pas du tout pour lui, de savoir que et je le sais parce qu'on l'a en entreprise, que son collaborateur ou son collègue, parce qu'il est en situation de handicap, sa situation à lui ou à elle est prise en compte, bah c'est quelque chose qui est important même pour la personne qui n'a pas de handicap. Ça, voilà. Pour moi, je pense que tout le monde a été clairement. Et justement, pour faire le lien avec le début, après, je vous laisserai la parole. Parce que moi, j'ai plein de questions, mais je vous laisserai aussi la parole. Sur la notion d'inconfort. Est-ce que vous avez été confronté à des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans ces changements ou par rapport à ces thématiques, ou alors refusent en disant là, je comprends l'importance de la vision, du pourquoi, du sens, pourquoi on fait ça. Mais par exemple, tout à l'heure, vous prenez un exemple très concret de changer la façon de faire les fiches de poste. Est-ce que vous avez eu aussi des personnes qui ont dit non, moi, j'ai pas envie de changer, je vois pas pourquoi je changerais, etc. Donc voilà, cette question un peu de la gestion de l'inconfort et finalement de tout l'aspect émotionnel qui va derrière et l'aspect de personnes très réfractaires, même s'ils ne sont pas contre la vision globale, de dire moi, ça me va très bien comment on fait maintenant. Okay. Est-ce que vous avez eu un peu ces cas-là ou pas Pour moi, en fait, le cas où on peut se retrouver face à quelqu'un de réfractaire, c'est la personne qui, au moment où, en tout cas dans le process RH du recrutement, peut passer par des raccourcis dans sa prise de décision. Parce qu'effectivement, elle disait très bien tout à l'heure Isabelle, c'est que c'est plus confort de se retrouver avec quelqu'un où on est à l'aise, où on a l'impression qu'elle nous ressemble, et donc il n'y a pas d'effort à faire. Pour moi, ce sera plus dans ces moments-là où il faudra rappeler au manager que si on présente des candidatures qu'on a effectivement, nous, qualifiées, préqualifiées, qualifiées de manière inclusive au niveau RH, c'est qu'elles ont un sens. Et qu'effectivement, elles doivent être regardées de la même manière qu'un CV plus conventionnel ou sur lequel on est plus à l'aise parce que la personne ressemble ou qu'elle a fait des bonnes écoles, des bonnes études, des compagnies. Pour moi, c'est plus dans... Les gens sont réfractaires parce qu'à un moment, c'est plus facile de dire je veux quelqu'un qui me ressemble ou cette personne, quand elle va parler, je me suis reconnue dans son parcours. En fait, c'est plus ça. C'est de rappeler que la réflexion doit être un peu plus profonde que ça. C'est plus ça. Je pense que, honnêtement, je vois mal les gens me dire moi, non. Ou alors, comme je disais, je l'ai répété aussi, c'est de rappeler l'objet, en fait, et pourquoi on fait tout ça, et l'objectif. Et de rappeler aussi que c'est dans la stratégie de l'entreprise, et qu'on porte tous la stratégie de l'entreprise, et que surtout, tous les collaborateurs sont des ambassadeurs de l'entreprise et de sa stratégie. Merci Nathalie. Je vais me permettre de prendre mon téléphone parce que Justine, qui dans l'aspect technique, m'envoie les quelques questions aussi de vous qui nous écoutez en ligne. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai deux questions là, et après je pourrais prendre les votes si ça vous va. La première, c'est comment faites-vous pour diversifier vos profils? Comment fait-on pour diversifier nos profils? Il faut diversifier les canaux de sourcing. En fait, il n'y a pas de secret, parce qu'on peut avoir la chance d'avoir les gens qui viennent à suite à l'annonce, ou qui, via simplement candidature spontanée. Ça arrive encore et ça arrivera toujours. Mais à un moment, il faut aller chercher les gens. Et souvent, on se rend compte que beaucoup d'entreprises ont les mêmes canaux de sourcing. Donc, on passe souvent par LinkedIn, on passe souvent par Cadre Emploi. Après, il y a LinkedIn aussi, qui est un métamoteur qui permet aussi de démultiplier quand même aussi
le sourcing, mais à un moment, il va falloir peut-être aller sur des canaux de sourcing, déjà pour moi qui sont autres, mais parce que autre est différenciant. Il faut ne pas avoir peur d'aller voir effectivement. Moi, j'aime bien aussi le côté un peu territorial, parce qu'on est rarement seul sur son territoire. Enfin, nous, on a la chance d'être en plus dans toutes les régions de France. Donc, ça, c'est bien, c'est de se dire, ben voilà, déjà, moi, sur mon territoire, quels sont les acteurs de l'emploi sur lesquels je ne pense pas, que ce soit sous forme d'association, de mission locale, où on se retrouve avec des publics différents, mais automatiquement aussi peut-être des compétences différentes ou des compétences transférables. Ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment de se dire, aller au-delà de ces canaux de sourcing traditionnels, si on veut aussi aller chercher des profils divers. Ça me fait penser à quelque chose aussi intéressant, c'est, j'ai envie de dire, même dans l'autre sens, de rien, aussi en tant que candidat, candidate, des stéréotypes ou préjugés qu'on peut avoir sur des entreprises. Tu connais pas ce secteur, c'est pas pour moi, c'est un métier pour des femmes ou pour des hommes, ça demande telle compétence que j'ai pas, ou alors l'image que j'ai de Plésia, c'est j'en sais rien, tel type, et donc du coup moi je cherche plutôt tel type d'entreprise. Donc c'est aussi, ça me fait penser qu'il y a aussi tout un travail finalement en tant que candidat de diversification, c'est potentiellement ces pistes d'action. Deuxième question de Laurent. Hop, je t'ai perdu. Êtes-vous confronté à un manque de candidats? C'est vrai que ça peut être aussi un enjeu aujourd'hui que je vois apparaître de plus en plus, du mal à avoir des candidats sur des offres. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Oui, je pense que comme toutes les entreprises, il y a des postes effectivement, des profils, on dit pénuriques. Dans notre secteur, dans notre entreprise, on en connaît. Dans le secteur, en plus, souvent, c'est très étrange, c'est toujours au même moment que tout le monde cherche les mêmes profils. Donc, oui, ça, le manque de candidats, effectivement. Mais c'est assez drôle parce que je pense que le manque de candidatures nous oblige aussi à peut-être aller plus loin et à diversifier nos canaux de sourcing et aussi de peut-être ouvrir aussi les compétences demandées, en tout cas d'aller plus loin dans ce qu'on estimait être les compétences clés et d'aller justement sur le terrain des compétences transférables. Souvent, c'est d'ailleurs ça devient une conséquence en fait, quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, on va trouver quelque chose d'alternatif. Mais quand je dis alternatif, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Pour moi, l'alternative dans le processus de recrutement correspond en fait à la compétence transférable. Merci Nathalie. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Oui, j'en ai pas mal en fait. C'était très intéressant, merci. Je la répéterai peut-être. Ah oui, ça marche. Peut-être là, quand on parlait du processus de recrutement aussi, je me demande aussi, déjà peut-être, alors c'est certainement une question qui revient souvent de manière générale quand on recrute quelqu'un, c'est à compétence égale comment vous tranchez. Et puis aussi, on a parlé un peu de compétences transférables. Si vous voyez qu'il y a des compétences transférables un petit peu similaires, comment faire pour trancher, et notamment pour des personnes qui peuvent avoir plus de mal à les mettre en valeur, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à prendre en compte ou pas dans un processus de recrutement? Alors, il y a des questions dans la question. Oui, désolée. Alors, la première partie. Est-ce que vous avez, j'attends la réponse de Justine, est-ce que vous avez besoin de répéter la question ou est-ce que vous avez bien entendu? On va dire que vous avez bien entendu. Nathalie. C'est vrai que je veux dire, mais j'ai oublié la première partie. Voilà, ça permet de la répéter. Du coup, la première question, c'était de manière générale, à compétences égales, comment vous tranchez. Okay. Et la deuxième, c'était plus pour peut-être des candidats qui peuvent avoir différentes manières de valoriser leurs compétences et que vous remarquez qu'il y a des compétences. Comment vous prenez ça en compte? Est-ce que c'est possible de prendre en compte? Je vais laisser des questions à la Non, mais il n'y a pas de question. Alors, à compétences égales. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, le seul moment où on a le droit de faire la discrimination positive, en tout cas dans le processus de recrutement, c'est sur les personnes en situation RQTH. C'est d'ailleurs pour ça, souvent, vous voyez sur certaines annonces, il est marqué à compétences égales. On a le droit de le mettre. En tout cas, en France, on a le droit de le mettre, que c'est dans cette seule situation où on peut dire, à compétence égale, je prends une personne en situation de handicap parce que j'ai le droit. On a le droit en France, on peut le faire. Après, à compétence égale, qu'est-ce qui fait la différence? C'est, je pense, à ce moment-là, que se fait peut-être
on va trancher sur un élément dont on n'a pas parlé et pourtant qui est essentiel, je l'ai oublié, c'est qu'à un moment, il va falloir regarder la motivation des gens. C'est tout bête, c'est que vous pouvez être compétent, mais à un moment, il va falloir aussi avoir envie de venir travailler dans une entreprise, être capable de démontrer que vous êtes capable de bien apporter quelque chose et que cette entreprise aussi est capable de vous apporter quelque chose. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est une relation, une collaboration, du moins, en tout cas, qui va se mettre en place si jamais vous signez un contrat. Donc, je pense, alors je ne peux pas parler pour toutes les RH de France, mais il y a un moment où on va devoir se demander, mais ok, on a deux très bons candidats, mais voilà, en termes de motivation, celui qui a peut-être fait la différence, et je pense que c'est aussi un élément, c'est vrai qu'on n'a pas parlé parce que c'était très compétent, c'est vrai, c'est le sujet, hein. Mais c'est vrai que la motivation pour intégrer un poste, elle est importante. Non, enfin, on peut avoir des gens moyennement motivés, et c'est son jugement, parce qu'il y a des fois des personnes qui, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous l'avez déjà entendu, c'est par exemple quelqu'un, je prends un exemple bête, hein, on rencontre souvent en recrutement, des personnes qui souhaitent absolument partir de leur poste et qui donnent cette impression de fuir quelque chose, mais pas de rechercher quelque chose. Je ne sais pas si c'est des situations que vous avez déjà connues. Et bien, c'est tout bête, mais ça se ressent en entretien. Et je pense sincèrement que entre deux candidatures à compétences égales, avec quelqu'un qui nous donne cette impression de vouloir de venir chercher quelque chose dans notre entreprise et quelqu'un qui nous donne l'impression de devoir de fuir quelque chose, bah, ça peut être un élément qui va dicter le choix du recruteur. C'est un exemple. Hein, pour moi, voilà, c'est l'exemple que j'ai à vous donner pour répondre à la première partie de votre question. Ce que je comprends, effectivement, il y a l'aspect de compétence, motivation, et de ce que tu dis aussi qui est important, c'est est-ce que ce qu'on a proposé à la personne va lui permettre de s'épanouir ou de répondre à grandir. C'est aussi important parce que, alors bien sûr, je sais très bien que tous les postes ne permettent pas de grandir, hein, de s'épanouir. On n'a pas cette chance-là parce que c'est aussi une chance. Voilà. Mais en tout cas, chez Cléda, on a à cœur de pouvoir proposer en tout cas des postes où vous apprenez quelque chose, où vous êtes capable d'avoir une évolution. Donc, normalement, si c'est dans pas dans un secteur, mais en tout cas dans un domaine qui vous plaît, il y a quand même des possibilités d'évoluer. Et donc, il dit souvent évolution, quelle qu'elle soit, quelle transversale, peu importe, parce que ça dépend ce que les gens changent. Normalement, vous êtes censé y trouver quelque chose. Après, pour la deuxième partie de la question sur les compétences transférables et effectivement les CV, alors moi, ce que je comprends de la question, c'est peut-être, alors je vais mettre le mot, c'est peut-être des CV mal construits, où souvent les personnes n'ont pas été en mesure, en tout cas, de concrètement mettre en lumière les compétences qu'elles ont acquises ou les missions qui ont été les leurs, et qui permettent en tout cas de commencer à évaluer, puisque c'est une première évaluation avec les CV bien sûr, s'ils profitent pour être en adéquation. Alors moi j'ai une réponse qui dit tout simplement qu'un CV, effectivement, ça se construit parce que ça devient une carte d'identité professionnelle, et c'est vrai qu'une carte d'identité mal faite, c'est une carte d'identité mal comprise. Et on ne pourra pas reprocher à un recruteur de se dire j'ai mal compris le CV, oui, il était mal écrit aussi. Donc, il y a un moment, c'est du devoir, en fait, pour moi, du candidat, quand il postule, de s'assurer de faire en tout cas un CV compréhensible, juste, et en mesure de refléter ce qu'il est, ce qu'il a été professionnellement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Je sais parce qu'on fait des ateliers CV, justement, et ça, je le sais. Mais c'est pour ça qu'il existe aussi énormément de structures, d'associations, qui proposent justement des cours d'atelier CV, d'entretien, d'entraînement aux entretiens. Parce qu'effectivement, ça reste un exercice très formel. Faire des entretiens, écrire un CV avec quelque chose de très formel, c'est très formel, c'est un vrai formel, et ça s'apprend. Comme on dit souvent que quand on cherche du travail, c'est déjà un travail, je pense que faire un CV, savoir passer un entretien, c'est déjà une compétence en fait, sans qu'on s'en rende compte. Donc, mais on veut ou non, c'est aussi du devoir du candidat d'être en mesure de se présenter au mieux, que ce soit quel que soit le format d'ailleurs, que ce soit un entretien, un échange ou du CV. Et là, pour moi, c'est quand même difficile de dire à un recruteur essayer d'aller au-delà d'un CV mal construit. C'est compliqué. Il y a toute cette question aussi du CV, on pourrait, pareil, je pense,
en parler pendant des heures parce qu'il y a cette question de est-ce qu'il faudrait le reformater entre guillemets, Oui, est-ce que, oui, comment on construit un bon CV, il peut y en avoir. Voilà, ça, donc effectivement, c'est assez intéressant, mais effectivement, c'est aussi de se dire comment moi, en tant que candidate, j'arrive à valoriser qui est recherché. Qui je suis en fait, hein. Qui je suis professionnellement, c'est littéralement ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je peux repasser sur les questions. J'alterne. Ping-pong. Surtout au niveau du, on peut rebondir sur le CV, c'est de savoir pourquoi on le fait. Ce qu'on essaye de faire partager, en disant bien savoir pourquoi, parce que c'est ce qui va permettre effectivement. C'est un premier échange développé avec une entreprise en fait. C'est la première bouteille à la mer que vous lancez, donc voilà, c'est ça. Et puis en plus, c'est pour ça que souvent on dit aux personnes, en tout cas aux candidats, de faire des CV qui vont avec l'annonce. Déjà, ça explique aussi une partie pourquoi. C'est pour ce poste-là, c'est pas pour tous les postes. Oui, c'est très important de rappeler en fait pourquoi on fait un CV et quel est le but d'un CV. Parce qu'en plus, il va vous suivre le CV parce que la personne qui vous sera en entretien, logiquement, l'aura lu et étudié une seconde fois avant de vous avoir en entretien, l'aura dans les mains pendant l'entretien et va vous interroger sur votre CV et au-delà bien sûr de votre parcours pendant l'entretien. Ça fait beaucoup quand même de fois où on avance le CV dans les mains. C'est vraiment très important et c'est vrai que la réponse c'est peut-être aussi de rappeler pourquoi on fait un CV. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en avais une autre dans mon oreillette. Allez. Alors, faut le temps que je trouve. Êtes-vous également sensibilisé à la neurodiversité? HPI, autisme, TDAH, Alors, est-ce que nous sommes sensibilisés? Alors, on est sensibilisés au handicap invisible. Après, pour moi, les handicaps, en fait, il y en a de nombreux. Pour moi, il est difficile, je pense, d'être sensibilisé à tous. Mais l'idée du le handicap invisible, effectivement, chez Plésia, nous sommes sensibilisés et nous avons aussi voulu sensibiliser nos collaborateurs sur le sujet. Ça, c'est important. Après, on a encore des choses à faire dans l'accessibilité, effectivement, numérique pour les personnes dyslexiques, en situation de cécité, ce genre de choses. Ça, on a encore des progrès à faire. Mais la sensibilisation sur le handicap non visible, c'est le cas chez Plésia. Oui. Du coup, comment est-ce que vous sensibilisez, justement, vous parlez aussi tout à l'heure de réaliser les entretiens. Est-ce que c'est des formations? Est-ce que c'est des webinaires? Est-ce que vous asseyez des personnes qui sont plus sensibilisées s'asseoir pendant le processus avec des managers pour voir et donner un feedback? Ou comment ça se passe spécifiquement? Alors, comment, du coup, vous sensibilisez les différentes personnes de votre structure? Il y a eu quelques exemples donnés, mais Nathalie, je te laisse répondre. Alors, comment on les sensibilise? Alors, par la formation. Aujourd'hui, la formation, c'est énormément digitalisé dans les entreprises. Nous, on a pris effectivement cette trajectoire parce que je pense que c'est la bonne et que c'est aussi devenu pour moi, c'est ce que doit être une entreprise aujourd'hui, c'est de digitaliser aussi ses pratiques. Et la formation en fait partie. Effectivement, on propose des modules de formation. Alors, ça peut être des formations, effectivement, d'une demi-heure, une heure, où on vous demande non seulement de prendre connaissance de nouvelles connaissances, justement, mais surtout de les mettre en pratique à travers des quiz. On vous interroge, on vous donne une note, si vous n'avez peut-être pas à la moyenne, vous pouvez le repasser. Vous avez aussi le système de micro-learning, où on est sur des capsules de formation d'1 à 2 minutes qui vous permettent de vous sensibiliser sur des sujets. Et ça, c'est aussi important parce qu'on doit prendre en considération les différents modes d'apprentissage et que souvent, c'est tout aussi efficace de faire des piqûres de rappel aux personnes. Ensuite, il va y avoir des ateliers, on va le faire dans le cadre de recrutement actif parce que là, on est en train de mettre en place des nouvelles pratiques pour nos managers. C'est un moment, ce que je disais quand je parlais du référentiel, c'est de faire des ateliers où on va mettre à l'épreuve les nouvelles pratiques et de les faire jouer par nos managers. Et à un moment, il va falloir expérimenter et se mettre par exemple à la place d'un candidat ou d'un recruteur et de même mettre de donner le rôle à un manager de la personne qui doit évaluer un processus de recrutement en se demandant si celui-ci est véritablement inclusif selon les normes Plésia. Donc pour moi, la formation, elle est multiple.
sensibilisation, formation avec effectivement ce principe de quiz ou d'interrogation sur les connaissances, et puis mise à l'épreuve à travers des ateliers, que ce soit animés par des RH ou animés par des prestataires externes, puisque à ce moment-là, on a besoin effectivement d'un expertise sur ce sujet. Sensibilisation, formation, atelier d'expérimentation. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Caroline, t'en avais une? Non. J'avais noté beaucoup de choses, mais il y a pas mal de questions qui ont été répondues au fur et à mesure de l'échange. Si peut-être au début vous avez parlé voilà, de la liste des 25 critères de discrimination et que peut-être c'était intéressant d'essayer d'imaginer en dehors de cette liste. J'imagine que ça fait déjà beaucoup de choses à prendre en compte. Et du coup, est-ce que, comment ça se passe si on essaye de sensibiliser sur d'autres choses que ces 25 critères? Est-ce que c'est des signaux faibles que vous captez? Est-ce que c'est des retours? Ouais. Est-ce qu'il y a un process? Ouais. Alors, je répète juste la question. Oui, pardon. Donc la question, c'était, voilà, on parlait des 25 critères de discrimination. Est-ce que chez Clésia, d'autres critères sont pris en compte et comment ils sont perçus, comment ils sont adressés? C'est le résumé. Alors, pour moi, non. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà, la liste est très longue, mais elle a son importance et elle a son intérêt. Hein. Pour moi, de mon point de vue, ce qui paraît à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui doivent être faites, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire, alors, c'est pas plus intéressant que ce que vous dites, je suis en train de dire ça, mais pour moi, la réponse que j'ai à vous apporter, c'est de vous dire, pour moi, la prochaine étape, c'est de se dire, quid des personnes qui subissent qui sont capables d'avoir des critères, plusieurs critères. Je vais mal exprimer, excusez-moi, mais d'être plutôt dans aujourd'hui, je suis une personne à l'orientation, avec une orientation sexuelle qui n'est pas considérée dans la norme. En plus, je suis d'origine étrangère. En plus, je connais une précarité financière. En fait, c'est plutôt ça. Enfin, de mon point de vue, c'est de devoir adresser la multidiscrimination au sein d'une seule personne. Parce que là, ça devient aussi plus compliqué. Est-ce qu'on hiérarchise les discriminations? On parlait tout à l'heure justement de cette notion d'invisibilité. Oui, quand on a quelqu'un devant nous qui effectivement peut connaître plusieurs discriminations à son endroit, pour moi, c'est plutôt cette question-là qu'il va falloir aborder que ce qu'il en est des critères qui n'apparaissent pas déjà dans la liste des 25. Après, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de thématiser en fait, les critères de discrimination. Parce qu'en fait, il est difficile de se dire, vous prenez les 25 critères et vous mettez des actions toutes spécifiques qui répondent en fait à ces critères. C'est très compliqué. Après, s'il y a des entreprises qui sont capables de le faire, chapeau. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de thématiser les critères en disant état de santé, égalité et mixité, identité de genre et orientation sexuelle, origine, quelle qu'elle soit, géographique, ethnoculturelle, l'âge, qui est un critère dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est pour moi l'un des critères les plus fréquents en termes de discrimination. Et à un moment, en plus, on est obligé de cumuler, à un moment, si on est femme, avoir plus de 45 ou 55 ans selon le curseur que vous avez, et le fait d'être une femme. Déjà. Moi, c'est plutôt ça. Pour moi, le next step, c'est voilà, comment on répond aux multicritères. Puisque aller au-delà déjà des 25 critères, qui à mon avis, la liste va peut-être s'allonger, avec un peu de chance, parce que chaque année, elle s'allonge, c'est tous les 2 ans, elle s'allonge. Ouais, pour moi, c'est plus, de mon point de vue. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, c'est important de prendre conscience qu'il y a des discriminations et de connaître ces critères. Ça permet peut-être des fois d'en prendre conscience et de mener des actions par rapport, comme je dis, thématiques, parce que ces discriminations, elles sont là, elles existent, et donc, du coup, de mettre en place des actions. De ce que j'entends aussi, il y a cette notion de transversalité, en fait, en mettre en place des actions qui vont répondre à lutter, diminuer les discriminations transversales, on va dire. Et finalement, il y a encore une action parallèle qui est de dire on met en place des choses qui vont permettre en fait de plus poser ces questions entre guillemets, c'est-à-dire en termes de posture, être en capacité, peu importe qui j'ai en face de moi, de, comme je disais tout à l'heure, évaluer les compétences, etc. Donc en fait,
ces différentes mesures, actions qui sont complémentaires et qui s'enrichissent les unes des autres, en se disant à la fois, oui, il y a des discriminations et on va peut-être mettre en place des actions concrètes pour essayer de diminuer ça. Et en même temps, on va mettre en place des choses qui vont permettre, peu importe quel est le type de diversité en face de moi, je suis en capacité d'être objective. Exactement, mais ce qui n'est pas évident. C'est pas évident, ça c'est sûr. Non, c'est vrai changement et ça demande à tout le monde de faire des efforts et qui ne sont pas en plus confort. C'est ça le pire, c'est que ça va nous mettre dans des zones où on est mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'on pense, voilà, ou de ce qu'on pensait, parce que des fois on se retrouve voilà, à se dire, ah bah en fait je fonctionne, ah parce que moi aussi j'ai des préjugés, bah oui. Oui, c'est pour ça que déjà je trouve ça fascinant, je trouve ça extrêmement motivant, et parce que l'inclusion c'est multifacette. Et si on veut en plus avoir des process RH inclusifs qui vont effectivement de l'identification des besoins d'entreprise jusqu'à la gestion des carrières en fait, de nos salariés, on se rend compte qu'il y a pas mal de sujets qu'on doit adresser. Alors peut-être pas tout en même temps parce qu'on ne peut pas tout faire, il va falloir prioriser, mais ça c'est voilà, c'est comme ça. Mais il faut qu'on se rende compte aussi que on est en perpétuelle amélioration sur le sujet. Et qu'en plus, on doit toujours se dire qu'il faut qu'on avance sur le sujet. Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement motivant. Alors, idéalement, ce serait bien que ça ait une fin, mais au final, non, parce que je pense qu'on a ce devoir, en plus, de s'améliorer et de se remettre en question. Tout le temps. En tout cas, sur ce sujet-là, absolument. Et se remettre en question quand on est RH en entreprise, c'est remettre aussi en question nos process. Ça, c'est hyper important. Donc merci Nathalie, ça fait le lien avec finalement notre introduction et le titre qu'on avait choisi sur « Nous n'irons plus travailler sans l'inconfort joyeux de nos différences ». Finalement, cette question d'inconfort, d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec notre prochain webinaire. C'est une info exclusive, attention, non officielle, qui sera justement sur cette thématique de l'inconfort, parce qu'on trouve que c'est quelque chose à creuser. Et en tout cas, c'est aujourd'hui aussi ce qu'on voulait vous apporter, c'est prendre conscience que voilà, l'inclusion, la diversité, ça peut être inconfortable, ça fait appel à plein de choses chez nous, émotionnellement, culturelles, etc. Et donc, c'est aussi comment accompagner cet inconfort à la fois personnel et collectif. Nathalie, est-ce que pour finir, tu aurais une question à poser, toi, aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être des personnes des ressources humaines, des managers, ça peut être des personnes qui appartiennent à des groupes, des entrepreneurs, je ne sais pas. Tu aurais une question à poser pour finir sur une... Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, et moi, ma question, ce serait, est-ce que vous êtes prêts, justement, à vous mettre dans des situations inconfortables pour, justement, réussir ce projet qui est très beau, qui est l'inclusion en entreprise. Mais voilà, est-ce que vous êtes prêts à aller dans des recoins de manière de penser, de manière de fonctionner où normalement on ne va pas parce qu'on n'y est pas bien en fait. Et on ne s'y sent pas bien et on a l'impression que c'est pas nous. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes à accueillir cet inconfort? On vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à nous envoyer des mails une fois que votre réflexion sera terminée. En tout cas, on vous invitera à notre prochain webinaire sur cette thématique-là. Merci Nathalie. Merci. Je remercie aussi Isabelle qui n'est plus avec nous là. On la remercie. Mais voilà, d'avoir aussi introduit ce sujet, de m'avoir fait découvrir la phase de la diversité. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à faire un atelier. On vous enverra les prochaines dates ou à l'intégrer dans votre structure. Merci Nathalie pour ces éclairages, pour ton retour d'expérience concret de ce qui se passe chez Ecclesia. Merci à vous tous de nous avoir suivis en présentiel, en ligne. C'était une première, donc on a plein d'apprentissages, j'en suis sûre, à retirer de cette expérience. N'hésitez pas à nous en faire part. Si vous voulez aller encore plus loin, tu en as parlé, mais voilà, Active Action, on accompagne ces transformations, que ce soit via de la formation, via de la sensibilisation, via de l'accompagnement plus concret sur la mise en place de cette transformation. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.